Des renforts sont arrivés à Bamako hier soir. Le Nigeria a envoyé son premier contingent. La France, de son côté, renforce son dispositif avec l'arrivée d'un millier de soldats. La Norvège, quant à elle, a envoyé du matériel sanitaire et des médicaments. Nouvelle de la ligne de front, hier, Kona a été libérée par les forces maliennes et françaises. Cette belle victoire a permis à nos forces armées de sécurité de récupérer d'importants matériels de guerre saisis sur les terroristes. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, professeur Diankounda Traoré, a quitté Bamako cet après-midi pour se rendre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Sur place, le président participera au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, un sommet consacré au Mali. Il a été accompagné à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. C'était cet après-midi à Bamako-Sénou, au départ du président de la République par intérim sur Abidjan pour participer au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et je vous informe que le président de la République par intérim est arrivé à Abidjan cet après-midi. Le sommet auquel il participera se tient demain samedi et sera essentiellement consacré à la situation sécuritaire au Mali, où la communauté mène depuis plus d'une semaine aux côtés de l'armée malienne la guerre contre des terroristes. Ce sommet présidé par l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara est le premier du genre des chefs d'État de la sous-région depuis le déclenchement de la guerre contre les terroristes au Mali. À noter que la CEDEAO avait prévu de déployer au Mali 3300 hommes. Nous suivrons ce sommet extraordinaire avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Koné et Idrissa Traoré. Revenons sur les activités d'hier du président de la République par intérim. Il a reçu hier soir l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinit, est venu échanger avec Diankounda Traoré de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la résolution 2085. Le chef de l'État a rencontré auparavant les diplomates de la Suède, du Danemark, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et du Canada. Ils sont venus réitérer leur soutien au peuple malien, mais aussi demander au gouvernement la feuille de route pour permettre la reprise rapide de la coopération avec leurs pays respectifs. Ibrahima Traoré. Un véritable ballet diplomatique ce jeudi soir à la résidence du président de la République par intérim. Les ambassadeurs des États-Unis, de la Suède, du Canada, du Danemark, du Royaume-Uni et de la France sont venus réitérer au chef de l'État leur soutien au processus politique en cours au Mali. Tous estiment que leurs pays respectifs sont disposés à reprendre la coopération au développement avec le Mali. À ce jour, ils n'attendent que la feuille de route du gouvernement. Il y a une très grande disponibilité de la part des partenaires de reprendre la coopération au développement, mais nous avons besoin d'un feuille de route qui soit un message politique important pour nous permettre d'aller dans ce sens en étroite collaboration avec le gouvernement. Le président Traoré a rassuré les diplomates que le document leur sera présenté dans les tout prochains jours. La réunion a également porté sur l'opération militaire en cours visant à libérer totalement le territoire national. Les ambassadeurs ont surtout apprécié l'intervention rapide de la France. Nous avons tous soutenu cette décision courageuse de la France de prendre un peu le lead pour cette intervention. Et je pense que le président de la République a souligné aussi que cette intervention va peut-être permettre aussi d'aller vers une libération des zones occupées dans le nord et qui va à son tour aussi permettre de renforcer et d'accélérer le processus politique. La situation actuelle du pays a dominé aussi les échanges entre le président de la République par intérim et l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Saïd Djinit a souligné surtout la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la résolution 2085 sous tous ses aspects. Évidemment, aujourd'hui, l'aspect qui est à l'ordre du jour et qui est prioritaire, c'est l'action militaire pour recouvrer l'intégrité territoriale du Mali et pour mettre les groupes terroristes hors d'état de nuire.
le Mali, de façon courageuse, a pris des dispositions importantes, soutenues par des pays amis, la France en particulier. Tout cela est encourageant. Nous devons mettre tous ces efforts dans le contexte de la résolution 2085 et nous devons tout mettre en œuvre pour nous mettre à la mesure du rythme qui nous a été imposé par les développements sur le terrain, l'accélération de la mise en œuvre de la résolution. L'émissaire des Nations Unies rassure le président de la République par intérim de la disponibilité de l'ONU à soutenir le Mali dans toutes les opérations visant à recouvrir intégralement son territoire. Et avant de s'envoler pour Abidjan cet après-midi, le président de la République par intérim, Diankounda Traoré, a reçu ce matin 2 délégations. La première était conduite par le président directeur général de la CMDT Holding et la seconde par le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Toutes deux étaient venues magnifier leur solidarité envers le Mali à travers la remise de chèques en guise de participation à l'effort de guerre. Le compte-rendu de Niagnan à Traoré. Loin des yeux, mais près du cœur, la diaspora malienne plus que jamais attachée à la patrie mère qui traverse la période la plus difficile de son existence. Comme réponse à l'appel du chef de l'État, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, qui réside au Gabon, a ainsi remis à l'État malien la somme de 100 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. En tant que président des Maliens de l'extérieur, il m'a été chargé donc par la diaspora de venir non seulement dire au président que nous adhérons entièrement à sa déclaration, nous sommes concernés. Je vous assure que les Maliens de l'extérieur, ce que je viens de donner, c'est sûr que ce record va être battu avant 24 heures, je suis certain, parce que tous les Maliens sont engagés. Mais moi, en tant que président, il fallait que je vienne lancer les balles. Autre action patriotique, celle de la CMDT Holding. Son PDG, Salif Abdoulaye Sissoko, a remis au nom de la société 60 millions de francs CFA, 3 véhicules pick-up. Il a aussi promis le don de sang de 3500 travailleurs de la société. Nous étions interpellés, comme tout bon Malien, à réagir à cet appel du président de la République, pour qui connaît aujourd'hui la situation de notre pays et pour qui voit le niveau de mobilisation de la communauté internationale pour faire face à l'effort de guerre. Je pense qu'il était une bonne chose pour notre société, la CMDT et l'ensemble des travailleurs de la CMDT de venir réagir à cet appel du président de la République. Les 2 délégations n'ont pas manqué de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de l'honneur. Elles ont aussi fait part au président de leur disponibilité à œuvrer pour le retour de la paix et la sérénité dans notre pays. Ce communiqué du gouvernement sur la célébration du Maouloud, édition 2013, a porté à votre attention. Compte tenu de la situation de crise qui prévaut actuellement dans notre pays, le gouvernement demande aux leaders religieux et aux chefs traditionnels et coutumiers du Mali de tenir compte pour la célébration du Maouloud de l'état d'urgence décrété il y a quelques jours. À cet égard, le gouvernement les invite à éviter les rassemblements sur les places et les voies publiques. Ces rassemblements peuvent se faire dans les lieux de culte. À faire des prières et des bénédictions pour la reconquête des régions de notre pays occupées par des terroristes et l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Et à formuler des bénédictions pour la cohésion sociale, l'unité nationale, l'union des cœurs et des esprits pour le retour de la paix dans notre pays. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens pour le bon déroulement de la célébration du Maouloud dans les conditions sus-mentionnées. Le gouvernement s'est compté sur la bonne compréhension de tout ça. La libération des zones occupées se poursuit. Depuis hier soir, l'armée nigériane a commencé son débarquement avec un premier contingent d'une centaine d'hommes qui seront renforcés par un bataillon. La France, de son côté, renforce sa présence sur le théâtre des opérations au Mali avec l'arrivée des milliers d'hommes. Les soldats de la marine française sont en stationnement à l'aéroport Bamako-Sénou avant leur déploiement. Et la Norvège vient d'envoyer du matériel sanitaire et des médicaments. Le compte-rendu de Mariam Sagara. L'aéroport Bamako-Sénou prend l'allure militaire par l'atterrissage et le décollage des avions militaires de l'Hexagone et de l'Afrique. Ce balai s'explique par la détermination des amis du Mali à mettre fin à une agression des djihadistes.
Ainsi, l'armée nigériane a déployé presque un régiment dont le premier convoi a atterri à 20h45 sur le tarmac où l'attendait le commandant en chef des armées africaines et l'ambassadeur du Nigeria. My message to the Malians is that ce que nous attendons, qu'il y ait une confiance des Maliens envers nous et qu'ils nous amènent leur soutien aussi en termes d'amitié, en termes d'information. Comme ça, Dieu nous aidera à régler le problème une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de problème. Ces hommes seront bientôt rejoints par d'autres unités nigérianes et la logistique qui prévaut. La Norvège, quant à elle, a fait plusieurs rotations pour débarquer du matériel, des médicaments et des vivres. We are all Africans. We are all members of West Africa. Les Maliens, c'est nos frères. Les Maliens, c'est tout pour nous. Et pour toute la sous-région, il n'y a pas de Mali ou de Niger ou de Nigeria. Donc, nous, notre souci, c'est vraiment de rendre aux Maliens son intégrité territoriale. Il n'y a pas de différence entre nous. Something that will help their brothers, our brothers and our friends. À la suite de ces deux pays, la France a aussitôt débarqué un milieu de combattants de la marine, des hommes aguerris et déterminés qui promettent de donner aux Maliens leur liberté de mouvement, la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. On a été mis en alerte sur décision du président de la République française. Il y a maintenant une semaine, en 24 heures on était ici. Donc ça fait maintenant une semaine que mes hommes sont sur le territoire. Et notre mission pour l'instant c'est d'appuyer et d'avoir une force complémentaire à l'armée malienne. Ces hommes en stationnement n'attendent que leurs véhicules et équipements pour s'enfoncer dans la nature. Les gens qui sont ici sont des combattants. Vous imaginez bien qu'un dispositif comme ça se met pas en place en 5 minutes. Donc vous voyez, c'est un flot continu d'avions qui amènent du matériel. Donc tout notre matériel n'étant pas encore complètement arrivé, c'est pratiquement le cas pour toute la compagnie. Il nous manque encore un véhicule et nous serons en mesure de nous déployer où on voudra bien nous déployer. L'officier commandant s'est dit enthousiasmé par l'accueil à la malienne qui leur a donné du tonus à combattre sur le territoire malien. J'ai fait de nombreux pays africains. C'est la première fois qu'on est accueilli avec tant de chaleur, puisque au bout de 2 minutes, une heure où on était arrivé, l'armée malienne nous a amené un camion avec 200 matelas. Moi personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas si en France, ça serait aussi rapide que ça. Donc voilà, c'est un sentiment de joie, de sérénité et puis en même temps de sérieux, parce que c'est une mission qui risque d'être difficile et puis on l'accomplira comme on a accompli le reste ailleurs. Je suis très content d'être ici. Ces marines, agiles, entraînées et bien décidées, sont des élites qui peuvent se battre sous tous les cieux. Hors du pays, mais toujours dans le cadre de la situation au Mali, le président de l'Assemblée nationale par intérim, en visite à Paris, a rendu une visite de courtoisie à son homologue français Claude Barthelone. Younouss Touré était venu remercier les députés français pour l'engagement de la France aux côtés du Mali pour la libération des régions occupées, entre autres. Le point avec Makanfi Konaté. La visite de Younouss Touré intervient 24 heures après le soutien unanime des députés français à l'intervention militaire de la France aux côtés du Mali. Dans cette situation extrêmement difficile que traverse mon pays, j'estime donc qu'il est absolument nécessaire de rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale française pour lui exprimer ma gratitude au nom de l'Assemblée nationale du Mali et du peuple malien pour cette marque de solidarité vis-à-vis de mon pays. Claude Barthelone a réaffirmé la volonté des députés français à soutenir le gouvernement français. Il s'est par ailleurs engagé à interpeller ses homologues européens à soutenir le Mali au moment où l'Europe s'apprête à commémorer l'amitié franco-allemande. Je me suis adressé à l'ensemble de mes collègues présidents de Parlement des différents pays européens dans les heures qui viennent de s'écouler pour à la fois leur signaler le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale hier et leur dire que nous souhaitons vraiment que l'Europe
puissent être rassemblés aux côtés du Mali pour montrer notre volonté de soutenir bien entendu le Mali et être porteur aussi de cette idée de liberté et de paix qui est le modèle européen que nous allons célébrer mardi au Bundestag. L'après-guerre aussi a été abordée au cours de cette rencontre. Claude Barthelone a exprimé la disponibilité des députés français à former leurs homologues du Mali pour le renforcement de la démocratie malienne. Les regards sont désormais tournés vers l'issue de ce conflit et surtout les prochaines échéances électorales au Mali. Des déclarations continuent de parvenir à notre rédaction sur la situation sécuritaire du pays. Ainsi, nous avons reçu aujourd'hui celle de l'Initiative des jeunes républicains du Mali, IJRM, de la Jeunesse Union africaine, de la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de Dioïla, de l'Association des femmes minières du Mali, du Forum des organisations de la société civile, du Syndicat national de l'éducation de base, SINEB, de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, de l'Amicale des anciens non-maliens de sang, du mouvement Mali Valeurs, la Ligue des écrivains, le collectif Nouvelle Génération, de l'Association malienne des Amis de la France, ASMAF, de la Convention pour la Renaissance, Faso Nietaga, du Parti Front africain pour le développement, de l'Alliance Zazia Lazaltaraï et de l'Initiative des jeunes républicains du Mali. Ils réaffirment tous leur soutien à l'armée malienne, à toutes les forces alliées du Mali pour la reconquête du territoire, la lutte contre les djihadistes, les narcotrafiquants et autres bandits armés. Sur un tout autre sujet, 11 agents de l'ORTM font valoir leur droit à la retraite. Cet après-midi, le ministre de la Communication leur a rendu hommage. Le porte-parole du gouvernement a saisi cette opportunité pour lancer le nouveau site web de l'Office. Il est accessible au www.ortm.ml. Ibrahima Traoré nous présente la plateforme. Tapez www.ortm.ml, s'ouvre à vous désormais la fenêtre de l'Office de radio-diffusion télévision du Mali. Le site propose aux internautes la radio et la télévision nationale ainsi que la chaîne 2 en direct. On y trouve aussi des articles sur toute l'actualité nationale et internationale. En plus du journal télévisé, la plateforme présente des émissions phares comme le Mali 1 et Indivisible, sur la ligne de front, l'interview de la semaine ou encore questions d'actualité et cybernétique. À tout cela s'ajoutent des messages de paix. Actualité oblige. Il était temps qu'on se donne cette fenêtre pour participer à cette véritable révolution de la communication. Alors si aujourd'hui on arrive à ce stade, je dis c'est bien heureux et beaucoup de courage et félicitations. Le Mali a aujourd'hui besoin de se faire entendre, de communiquer, parce que le Mali aujourd'hui est un enjeu. Et si vous prenez toute la mesure de la situation, je ne peux qu'en être heureux. Le site web de l'ORTM, conçu par Famib Mali, met à la disposition des internautes un forum de discussion pour des critiques et suggestions. Auparavant, le ministre de la Communication a présidé la cérémonie qui marque le départ à la retraite de 11 agents de l'Office. Ils sont notamment techniciens, speakers en langue nationale ou animateurs. Le porte-parole du gouvernement leur a rendu hommage pour le service rendu à la nation. Et nous souhaitons bonne retraite à nos aînés. Des nouvelles de la ligne de front après la libération de Konna hier par les forces maliennes et françaises. D'importants matériels de guerre ont été saisis sur les terroristes. Les chefs du commandement d'opération de nos forces armées ont présenté à la presse nationale le butin de guerre. Les détails avec nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Aliou Touré. C'est une armée malienne requinquée qui nous a reçu presse malienne et presse internationale à son quartier de commandement des opérations militaires sur la ligne de front. Autour du colonel-major Didier Dako, chef du commandement militaire, plusieurs officiers hommes de rang, fiers face à la Russie de ce qu'on appelle désormais ici la bataille de Konna. Compter et raconter fièrement entre soldats, repartis entre confidences et éclats de rire, nous voilà conduits par les officiers supérieurs pour la présentation du butin de guerre. C'est l'œuvre de l'armée malienne, des éléments du Sévaré,
Et ça, c'est juste le début. Et ça va venir avec le temps. Il y a le colonel Didier Dako qui était sur le terrain hier. Donc voilà un peu le résultat des combats de 2 jours. Les 8 véhicules ont été saisis hier et avant-hier. On voit que ces véhicules sont très sales. Oui, c'est des véhicules camouflés. Ça, c'est leur technique de camouflage pour pouvoir échapper à l'observation des avions. S'ils camouflent les véhicules comme ça, ils mettent des feuillages dessus pour que les avions en passant ne puissent pas faire attention à ces véhicules-là. Vraiment, Sévaré est en train de progresser très rapidement. Et ils sont à féliciter. Les éléments sont très déterminés et très motivés. Et le moral est bon. Nous remercions encore l'armée française pour le moment pour son appui. L'armée française joue un grand rôle, et ce qui a permis quand même de faciliter la prise de ces butins. Les 8 véhicules, on a de l'armement lourd qu'ils ont utilisé. En fait, les 2 qui sont devant moi ici, c'est des canons de 14,5 monotubes qui sont montés sur véhicules. C'est des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres, 2 à 3 kilomètres, ainsi de suite, avec des portées pratiques et des cadences de tir extraordinaires. Donc c'est des armes qui sont réellement des armes d'appui de ces éléments-là. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, voilà. Comme on le voit, la bataille de Konna a été rude, et même très rude. La riposte malienne sera cinglante. Et c'est le cas à Konna. À présent, au suivant. La situation sécuritaire est au cœur des échanges à Sikasso. Le chef de l'exécutif régional a rencontré hier jeudi les chefs des services régionaux et représentants d'organisations de la société civile. Objectif, mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Sekou Konati. En initiant cette rencontre, le chef de l'exécutif de la région de Sikasso a voulu un espace d'information et d'échange sur la situation que vit notre pays depuis plus d'1 an et qui est entré dans une phase active depuis bientôt 10 jours avec des affrontements directs entre envahisseurs et forces armées maliennes soutenus par les amis de notre pays. Un engagement dans la défense de l'intégrité territoriale qui doit interpeller chaque citoyen où qu'il se trouve et une communion autour de notre armée nationale. Notre pays vit une situation grave aujourd'hui. Le Mali est en guerre. Nous avions quand même voulu rassembler les gens pour donner la bonne information, leur expliquer ce que c'est que l'état d'urgence, mais aussi leur demander de contribuer à l'effort de guerre, comme le chef de l'État l'a demandé, parce que ce n'est pas ceux qui se battent seulement qui font la guerre, mais chacun de nous a sa part dans la libération de la patrie. Et l'autorité militaire de faire le point de la situation sur le théâtre des opérations. S'agissant de la situation sécuritaire dans la région, le commandant de légion de la gendarmerie, le colonel Moussa Nimagam et le contrôleur général de police, Abdoulaye Danfaga, ont fait le point du dispositif en place pour sécuriser les populations en ces moments difficiles. De leur présentation, il ressort que sur la 3e région, la situation est relativement calme, mais la vigilance doit rester de mise. Je voudrais dire à la population de Sikasso que ce n'est pas un problème de couleur à la date d'aujourd'hui. C'est un problème national qui intéresse toute la population, noire aussi bien que blanche. L'occasion était également bonne pour le procureur de la République près du tribunal de Sikasso, Ibrahima Dambélé, d'entretenir l'assistance sur les contours de l'état d'urgence décrété par les plus hautes autorités du pays. Le respect du droit des femmes et des enfants en situation de conflit était au centre d'un séminaire de sensibilisation. C'était la semaine dernière à l'école de maintien de la paix, un séminaire organisé par le ministère en charge de la Défense et l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Le reportage est de Adama Kodjo. Informer et sensibiliser les forces armées et de sécurité maliennes sur le droit et la protection des femmes et des enfants en période de conflit. Voilà tous les sens de ce séminaire auquel participent une 50aine de militaires. La promotion et la protection des droits des filles, des femmes et des enfants en situation de conflit participe du respect des engagements internationaux et nationaux, surtout par rapport au droit international humanitaire. Les forces armées et de sécurité, notamment le soldat sur le théâtre des opérations, a un rôle, a une responsabilité dans ce domaine.
C'est le rôle de protéger, le rôle de défendre, le rôle de prendre en charge, le rôle de dénoncer tous les cas de violation des droits des femmes et des enfants. La rencontre est rendue possible grâce à l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. Les temps sont durs, mais il est très important que l'armée se prépare dans tous ses aspects, les droits humains, et surtout s'assurer que les groupes les plus vulnérables ne souffrent pas plus. L'éthique du soldat professionnel requiert de vous de rester digne et responsable. Votre meilleure arme à cet effet sera le respect du droit des femmes et des enfants en situation de conflit. Selon le colonel-major, les femmes et les enfants dans les zones occupées du pays sont victimes du non-respect par les groupes armés des droits des couches vulnérables. C'est pourquoi il a salué la tenue de cette rencontre. Ce message du ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant adressé aux femmes du Mali, le président de la République par intérim, professeur Djankounda Traoré, a décrété l'état d'urgence au Mali. Par conséquent, les libertés individuelles de chaque citoyen, surtout celles susceptibles de troubler l'ordre public, doivent être limitées. C'est pourquoi le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant en appelle à l'esprit citoyen de toutes les femmes du Mali et les invite à célébrer les mariages, baptêmes et autres événements sociaux de la plus grande sobriété. Le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant s'est compté sur le patriotisme et la bonne compréhension de toutes les femmes. Les membres de l'Association des municipalités du Mali et les maires des régions du Nord échangent sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Une occasion pour eux de manifester leur soutien aux forces armées du Mali et à leurs alliés. Mamoru Sidibé était à la rencontre. Voici son reportage. Les membres du Bureau national de l'Association des municipalités du Mali et l'ensemble des maires des régions nord de notre pays et des Mopti présents à Bamako se sont rencontrés ce jeudi au siège de l'association. Événement oblige, ces élus ont échangé sur l'évolution de la situation, les dispositions à prendre et l'appui à faire aux forces armées et de sécurité et aux populations des zones qui seront libérées. Les maires se préparent à aller rapidement remplir leurs fonctions, en tout cas de responsables de police administrative, d'aller gérer la cohésion et l'entente sur le terrain. Il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame. Tout le monde n'est pas rebelle, tout le monde n'est pas islamiste. Non. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec cette crise-là, qui sont là des années et des années durant avec nous. On cohabite ensemble. Les maires ont fustigé le comportement du MNLA qui sème la terreur dans la zone de Ouattaguna. Certains l'ont assimilé aux djihadistes à combattre. On sent que la droite française est en train de stigmatiser, je ne dirais pas les Touaregs, pour les faire passer pour des interlocuteurs crédibles après la crise. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans nos localités, nous avons des Touaregs maliens 100%, qui n'ont pas bougé, qui vivent au quotidien avec les populations, qui n'ont pas pris les armes. Ceux-ci, je crois qu'on peut parler avec eux. Mais ces gens qui nous ont amenés, toute cette horde d'islamistes, qui sont en train de nous détruire, je crois qu'il n'est pas question de parler avec eux pour le moment. Les maires ont salué les partenaires et les amis du Mali qui épaulent notre vaillante armée pour la reconquête du nord de notre pays. Après avoir analysé la feuille de route envoyée par le gouvernement, les maires se sont dit que la vigilance doit être de mise sur toute l'étendue du territoire national. Le rapport d'étude sur la fonctionnalité du Fonds de développement de l'eau et du Conseil national de l'eau vient d'être remis au ministère en charge du secteur. Il s'agit de mieux impliquer les collectivités dans la gestion des ressources en eau et de favoriser l'investissement des priorités. La présentation du document avec Agali Agagissa. L'accès à l'eau potable demeure l'une des priorités du gouvernement pour assurer le bien-être des personnes. C'est dans cette optique que la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAIFA s'est lancée en 2010 dans une étude sur la fonctionnalité du Conseil national de l'eau et du Fonds de développement de l'eau.
Le rapport de cette étude de 32 pages vient d'être remis aux acteurs impliqués dans la gestion de l'eau au Mali. Si le premier est un organe consultatif d'orientation des actions gouvernementales, sa fonctionnalité permet l'implication des collectivités décentralisées. Quant au second, le Fonds de développement de l'eau, la crise actuelle nous fait comprendre combien il est essentiel pour notre pays de réduire notre dépendance de l'extérieur à travers des alternatives internes susceptibles d'augmenter nos fonds d'investissement prioritaires ou d'urgence. Le rapport en question fait l'état des lieux des deux structures citées, traite des difficultés et contraintes liées à leur opérationnalisation. Il élabore également une stratégie pour leur fonctionnement effectif. La réalisation de cette étude sur la fonctionnalité du Fonds de développement de l'eau et du Conseil national de l'eau permet de réfléchir davantage sur l'utilisation que nous devons faire du Code de l'eau et de ses décrets d'application. Les conclusions de ce rapport devront permettre de surmonter certaines difficultés et contribuer à impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'eau. Force est de constater que le Fonds de développement de l'eau est confronté à des difficultés de fonctionnement liées d'une part à l'imprécision des textes qui le régissent et d'autre part à la diversité des actes relatifs aux taxes et redevances eau. Quant au Conseil national de l'eau qui, depuis sa création, n'a pu être fonctionnel, il mériterait d'être redynamisé afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Cette étude qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance et à la transparence a été possible grâce à la collaboration des services techniques de l'État et au financement de l'ONG WaterAid. Les travaux de l'hôtel 5 étoiles, les détours de l'ACI ont repris. Le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme s'est rendu sur le chantier pour constater. David Sagara en a profité pour visiter le centre commercial qui a coûté à l'État plus de 10 milliards de francs CFA et qui n'est pas encore ouvert au public. Daouda Sidiki Diara. Le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme est venu voir afin de se faire une idée des réalisations faites par la direction de l'ACI. La visite guidée de ce vendredi a concerné l'hôtel 5 étoiles, les détours de l'ACI. Cet hôtel de haut standing à 11 niveaux dont les travaux sont réalisés à 35% a un concept développé à plusieurs endroits, notamment le Qatar, le Maroc, entre autres. Les travaux de gros œuvres sont terminés et un opérateur sera chargé de la finition. Coût total après finition 7 milliards de francs CFA. Où les travaux ont repris, je pense que c'est en train de continuer. Nous allons prendre des décisions avec l'ACI dans les jours à venir pour orienter, n'est-ce pas, l'exploitation. Je pense que les travaux sont en cours. Nous pensons que dans les meilleurs délais, l'hôtel peut être finalisé ou en tout cas utilisé à bon escient. La délégation du ministre s'est rendue au centre commercial de Bamako qui a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. Doté d'un parking à double étage, ce centre commercial peut loger les grandes entreprises, les banques, les agences. Nous sommes en train de voir, selon l'autorisation du Conseil des ministres, comment effectivement orienter comme l'hôtel, son exploitation, peut-être sa vente, mais toujours avec le bénéfice de l'État malien. C'est ça la mobilisation des ressources pour soutenir, n'est-ce pas, nos forces armées de sécurité, mais aussi pour soutenir l'économie malienne qui doit continuer à vivre pour que ça ne soit pas encore d'autres fronts qu'on doit ouvrir au niveau de la population. Auparavant, le ministre a rencontré le personnel de la direction de l'ACI. Selon le ministre, la situation requiert une mobilisation autour des forces armées et de sécurité. Il a expliqué au personnel de l'ACI l'essence de l'état d'urgence, la contribution à l'effort de guerre. Un tour dans le monde universitaire à l'université de Richmond de Virginie aux États-Unis a signé hier jeudi un accord de coopération avec l'université de Ségou. L'université américaine s'engage dans la recherche de fonds en vue de promouvoir l'enseignement à distance. De quoi s'agit-il exactement? Agibou Koulibaly nous en parle. À la faveur du jumelage entre Richmond et Ségou, les deux villes viennent de sceller un autre partenariat. Il s'agit de la signature de convention de l'accord cadre de coopération entre l'université de Richmond de Virginie aux États-Unis et celle de Ségou. Les accords que nous signons aujourd'hui encouragent et facilitent
les échanges entre les universités et j'espère que ça va continuer à s'élaborer dans l'avenir. En effet, j'ai surtout hâte de voir les échanges entre les étudiants de l'histoire africaine en Virginie et les étudiants de l'histoire afro-américaine au Mali. Et alors maintenant, je vous remercie encore pour l'opportunité de signer ces documents d'accord entre nous deux. Cet accord cadre de coopération qui vient d'être signé prévoit l'appui à la réalisation, entre autres, de programmes d'enseignement et de recherche entre les deux institutions. Échange de professeurs, personnel administratif, autres spécialistes étudiants. Accueil des stagiaires de l'Université de Virginie qui seront utilisés pour l'enseignement de l'anglais, la grammaire, les business. Libre accès aux bibliothèques virtuelles. Organisation en commun ou participation aux conférences et symposiums. Échange d'informations et de matériel didactique et scientifique d'intérêt commun. Ce début de signature entre les deux structures, c'est un début de commencement. Et je pense que bientôt, les autres structures et les autres activités vont suivre. Il faut rappeler que l'Université de Raymond de Virginie aux États-Unis avait signé une première convention de partenariat entre elle et celle de Bamako. C'est dire qu'elle vient d'ajouter un arc à sa corde. Travaux du Conseil académique de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Les membres du Conseil doivent dresser l'état des lieux du patrimoine et des ressources, entre autres. Reportage de Nando Dambeli. Cette session, 5e du genre, se tient à un moment particulièrement difficile pour notre pays. Les événements survenus dans les régions septentrionales, notamment à Tombouctou, ont causé beaucoup de préjudices à l'Institut, autant sur le plan de ses ressources humaines que sur le plan de ses ressources matérielles. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer les agents de l'IRIAB qui, de leurs propres moyens et au péril de leur vie, ont rallié Bamako, ce qui a permis d'assurer la continuité tant bien que mal des activités de l'Institut. Leur sacrifice et leur dévouement pour la sauvegarde du manuscrit doivent être reconnus. Ainsi, la session constitue une belle occasion de procéder à un diagnostic minutieux d'état des lieux de l'Institut, aussi bien sur le plan du patrimoine documentaire disponible que sur le plan des ressources humaines, ce qui suscite l'espoir pour les administrateurs. Je demeure fermement convaincu, en ce qui me concerne, que l'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba est un outil privilégié pour la découverte et la redécouverte de ce qu'il y a de plus ancien et de se faire méconnu au plus profond de la culture soudano-sahélienne du Mali. À cet effet, l'Institut est et doit être dans la conjoncture actuelle au cœur de toute action et initiative visant la sauvegarde et la valorisation des manuscrits. Session consulaire de la Chambre d'agriculture du Mali avec à l'ordre du jour la lecture et l'adoption des documents administratifs et comptables de l'année écoulée et de celle en cours. L'ouverture des travaux était présidée hier par le ministre de l'Agriculture, Baba Berti. Le compte-rendu de Aloussene Touré. C'est une assemblée permanente des chambres d'agriculture désormais responsabilisée dans sa tâche de nourrir le pays qui tient aujourd'hui sa 45e session consulaire. L'État, dans son souci de renforcer cette organisation, lui a confié la maîtrise d'ouvrage de certains projets et programmes, comme le projet d'accroissement de la productivité agricole PAPAM et le programme d'amélioration de la gouvernance en zone côtière PAS 2. Cela atteste la volonté du gouvernement de responsabiliser davantage la production agricole dans la conception, la mise en œuvre de l'évaluation des politiques de développement agricole. À cet effet, je donne l'assurance de nous approprier de ces projets afin qu'ils répondent efficacement aux attentes et préoccupations de l'ensemble des producteurs agricoles et leurs organisations professionnelles. L'APECAM se félicite par ailleurs de la bonne pluviométrie de cette année, tout en ayant une pensée profonde et solidaire pour les producteurs des régions nord occupées. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture a appelé à la mobilisation de tous pour la sécurité alimentaire, complément indispensable de la sécurité corporelle. C'est dans ce contexte difficile, ce contexte de crise, qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une sécurité alimentaire et donc
au sujet de cette sécurité alimentaire, nous ne devons jamais baisser la garde. Cette forme de sécurité, la sécurité alimentaire, c'est vous qui êtes le socle. C'est vous qui êtes le garant. Et donc, vous ne pouvez pas baisser la garde. Si vous baissez la garde, c'est tout le Mali qui est mis KO. Les administrateurs vont examiner et adopter le procès verbal de la 44e session, le rapport d'activité 2012 de l'APECAM et entendront une communication sur le plan d'exécution technique et financier du PAPAM pour 2013. Agriculture toujours en 4e région, plus de 50 000 tonnes d'excédents céréaliers. C'est le chiffre enregistré par l'Office Riségou au titre de la campagne agricole 2012-2013. Ce chiffre ressort de la 21e session du conseil d'administration de la structure qui a arrêté son budget 2013 à plus de 5 milliards 907 millions de francs CFA. De Ségou, le reportage de Candécila. La campagne agricole 2012-2013 s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes au niveau de l'Office Riségou, avec une production, toutes céréales confondues, de plus de 148 000 tonnes, contre seulement près de 89 949 tonnes la campagne précédente. Toute chose qui représente un excédent de production de 51 558 000 tonnes. Cette performance vivement saluée par les membres de la 21e session de son conseil d'administration résulte des efforts conjugués des producteurs et de l'encadrement technique de l'Office Riségou, mais également de l'État à travers l'initiative RI. J'invite alors la direction de l'ORES à renforcer ses énergies afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des interventions de l'État et de ses partenaires dans la zone de l'Office Riségou. Le budget 2013 est équilibré en recettes et en dépenses à environ 5 milliards 907 millions de francs CFA. Ce budget accorde une grande partie aux investissements et pas de moindre le PADER, TKT, le programme d'appui au développement rural de Tchenkounou et Tamani. À ce niveau, il est prévu le recalibrage du canal principal de Djouro sur 21 km. Il est également prévu l'aménagement sous forme de périmètre de 1271 hectares en maîtrise totale. Il y a également l'amélioration du système hydraulique de Tamani qui fait 2200 hectares. À l'issue de la session et après examen des programmes d'activité 2013-2014 et du rapport des activités de la campagne passée, les administrateurs ont encouragé l'officerie à maintenir l'élan. Suite à la destruction perpétrée par une foule contre leurs bureaux et autres installations, les responsables de la SONEF, Société Nema et Frères, ont animé une conférence de presse pour éclairer davantage l'opinion publique. L'incident fait suite à des rumeurs qui mentionnaient qu'un quart de la SONEF avait transporté des islamistes. Il n'en est rien selon le conférencier. Mahamadou Doubia était à la conférence de presse suivante. La compagnie SONEF Transport, suite aux attaques perpétrées par des islamistes à Kona, a essuyé des dégâts importants perpétrés par des groupes de jeunes sur des responsables de cette société avec des dégâts matériels importants en son siège à Bamako. Le motif de cet acharnement contre cette société est lié aux rumeurs persistantes qui jugulaient qu'un des cars de la SONEF immatriculé R1454 aurait transporté des djihadistes qui se sont attaqués ensuite à nos forces armées de sécurité à Kona. C'est pour répondre à ces rumeurs qu'une conférence de presse a été animée par la direction de la SONEF pour donner la vraie version des faits. Autre constat, selon le PDG de la SONEF, les 55 passagers en provenance de Gao, avant les attaques perpétrées par les terroristes, avaient déjà été contrôlés par des agents de sécurité et le bus qui se trouve toujours à Kona avait d'ailleurs été mitraillé par les islamistes. Oui ou non, ceux-là qui étaient dans le car, c'était des djihadistes ou des simples citoyens? On demande cette information formellement, c'est non, on l'a déjà dit depuis le premier jour, on le répète, c'était des citoyens qui ont arrivé à bord de ce bus jusqu'à Konna, qui sont descendus de ce bus, c'était des citoyens maliens avec les chauffeurs. Ils sont d'ailleurs, la majorité, une grande partie d'entre eux sont déjà ici à Bamako avec l'équipage du bus et ils sont tous prêts à témoigner en cas de besoin. Ce sont des citoyens maliens, ils étaient dans les mains de l'armée malienne, ils étaient sous contrôle lorsqu'il y a eu l'assaut des djihadistes qui tiraient des tirs à distance et qui surgissaient pratiquement de tous les sens.
La SONEF, malgré qu'elle soit victime d'incompréhension, se dit toujours prête à être utile pour l'intérêt de notre pays, tout en soutenant nos forces armées et de sécurité, tout en condamnant fermement les terroristes trafiquants de drogue avec lesquels elle n'a aucune relation, aucune amitié, aucune sympathie. Sport, football, suite de la 10e journée du championnat national avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. L'AS Real s'impose 3-2 face à la Jeanne d'Arc de Bamako. Mais la surprise est venue de la première rencontre avec le 6e match nul consécutif du Diolibacé. Cette fois-ci, c'était contre l'ASB. Aljumatina pour les détails. Le silence des supporters de Heremakono en ce moment en dit long sur leur amertume, suite au 6e match nul de suite que leur équipe vient de faire en championnat national. L'ASB mal en point en Ligue 1 après 9 journées complique davantage les soucis des Rouges de Bamako qui n'en finissent plus avec leur série noire. Alou Badra Diallo et ses hommes, conscients de la pression qui était sur leurs épaules, vont tout mettre en œuvre pour surclasser l'association sportive de Bamako. Mais une fois de plus, leur manque d'efficacité fait le bonheur des jeunes de Grand Hibou Nerekro qui partent à la pause sans encaisser. En deuxième période, place au doute dans le camp de l'Ubis, ce qui renforce le jeu de l'ASB qui passe près du hold-up avec des occasions coup sur coup, la tentative de Mamadou Kouyaté et surtout le nom raté de Malik Berti. Dans les arrêts de jeu, c'est le Djoliba qui va s'offrir la balle du match. La frappe de Lassine Diarra est sauvée par le portier international cadet de l'ASB. Ces 6e nuls compromettent de plus en plus les chances du Djoliba Athletic Club dans la conquête du titre des champions. Le Real de Bamako, dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanc et la GIA, ont offert un spectacle de qualité en seconde heure. Du beau jeu, de l'enthousiasme et de buts, au total 5 réalisations, sont entre autres enseignements de cette rencontre. 8 minutes ont suffi à l'AS Real pour prendre l'avance par l'entremise d'Abdul Aziz Touré, avant que la Jeanne ne réagisse 6 minutes plus tard, en égalisant par Mohamedou Koïta d'un tir exceptionnel. Les Scorpions s'organisent et trouvent les ressources mentales pour prendre l'avantage par Ibrahima Sidibé d'un chef-d'œuvre parfait à la 27e minute, ce qui nous conduit à la mi-temps. De retour de la pause, la Jeanne revient très vite à la charge, en égalisant par Bokar Sempara à la 47e minute. Le suspense devient entier. Il faudra attendre la 77e minute pour enfin voir le dénouement en faveur des Scorpions. Nti Amadou Samake trompe du plat du pied Siriki Dambélé pour donner la victoire au Real. 3-2. Avec 14 points désormais, le Real se hisse à la 7e place. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez Mohamed Touré pour l'émission Ligne de Front. Demain à 13h, Amara Mali Diallo et à 20h, Ibrahima Djambeli. Retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire, c'est pour bientôt. Merci et bonsoir.